Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ce 5e épisode du podcast Facto, le podcast dédié à la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Au moins 2 fois dans le mois, le dimanche ou le mercredi, on vous fera découvrir les outils qui vous aideront à démêler le vrai du faux lorsque vous douterez d'une info. Je m'appelle Cynthia Cabral, votre présentatrice et journaliste fact-checkeuse, et tout au long de l'émission, je vais discuter avec des experts sur la désinformation en Afrique et donner des exemples concrets d'affirmations trompeuses et parfois fausses qui ont été vérifiées. Pour ce 5e épisode, on va faire un focus sur les rumeurs et mythes locaux entre tradition et modernité en Afrique de l'Ouest. Pour ça, dans l'épisode de cette semaine, on va parler à 2 experts. Tout d'abord, je vous présente Lassina Nyangali. Il est basé au Mali et il est journaliste fact-checker, formateur et gestionnaire de projets. Diplômé de l'ESJ de Lille et de l'École normale supérieure de Bamako, il a cofondé le site Le Jalon et publie régulièrement des articles de vérification dans la rubrique Malichek. Et maintenant, je vais vous présenter le deuxième invité de ce 5e épisode, Abdoulaye Guingo. Donc, il est connu sur son pseudonyme Amadomo et de son vrai nom, Abdoulaye Guindo. Il est le coordinateur national de Bembéré, un projet piloté par Denis Blog. Il est non seulement professeur titulaire d'enseignement secondaire en philosophie, mais il est aussi journaliste et écrit sur divers thèmes tels que la politique, les droits humains, l'éducation, les technologies de l'information et de la communication, la culture et le sport. Donc merci à tous les deux d'être là. Et je vous rappelle, chers auditeurs, qu'en fin d'épisode, vous retrouverez toujours une astuce de la semaine qui vous aidera à éviter les pièges de la désinformation. Mais tout d'abord, je vais commencer avec quelques questions. Abdoulaye, selon toi, qu'est-ce qu'une rumeur ou un mythe traditionnel dans le contexte africain? Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Moi, selon ma compréhension, les mythes, au fait, sont des récits qui ont été créés et qui essaient d'expliquer des phénomènes naturels et sociaux. Et ces mythes, souvent, sont en lien avec des divinités ou des ancêtres. Ils jouent un rôle, et malgré que ce soit des mythes, il faut reconnaître que ces mythes fondateurs, ces rumeurs, jouent un rôle parce qu'ils transmettent on utilise ces mythes pour transmettre ces valeurs. Même à un moment donné, quand on a voulu écrire un article sur ça au Mali, lorsqu'on a demandé à certains griots, à certains détenteurs du savoir, ils disent que ces mythes, par exemple, ont été inventés, par exemple, pour pousser des jeunes, pour transmettre des cultures, transmettre de l'éducation, transmettre des façons de faire. Par exemple, il y a un de nos interlocuteurs qui nous a dit, par exemple, le fait qu'on dise à un jeune, le fait de consommer beaucoup la viande de poulet est un mauvais signe, ça peut ruiner quelqu'un qui est fortuné. Il dit, au fait, c'est un mythe, c'est une fausse information, c'est injuste, parce que quand tu es travailleur, tu es commerçant et que tu commences à gagner de l'argent, si tu t'habitues à consommer du poulet, peut-être que tu vas tout investir ton argent dans le poulet, parce que le poulet est une viande très intéressante. Donc, pour décourager les gens, pour ne pas qu'ils perdent leur fortune, quand tu prends par exemple le mythe du poulet, si on les laissait consommer très délicieux, ils allaient passer toute leur vie à manger le poulet, finir leur argent. Donc, on a créé ce mythe-là pour que les gens puissent avoir peur, par exemple, de manger le poulet, pour qu'ils puissent ne pas dispatcher et perdre leur argent facilement. Donc, on a créé ce mythe-là pour faire croire que celui qui consomme beaucoup le poulet, ça conduit automatiquement à la ruine. Donc ça, c'est un mythe fondateur. Vous voyez que ça permet, c'est vrai que c'est un mythe, c'est une rumeur fausse qui n'a pas d'assise scientifique, mais c'est utilisé par exemple pour transmettre un message, pour encadrer l'éducation des gens, pour pousser les jeunes à ne pas gaspiller leur fortune. Donc voici un exemple par exemple de mythe par rapport à votre question. Merci beaucoup Abdoulaye, en tout cas c'est impressionnant comme mythe. Et je pense que tout mythe a une base, a un certain sens, mais de là à dire ça, bon, je pense qu'on peut quand même se poser quelques questions. Et Lassina, selon toi, comment les rumeurs ou les mythes ont joué un rôle dans la transmission des croyances et des valeurs au sein des sociétés africaines traditionnelles? Comment les mythes jouent sur les croyances. Par exemple, chez nous, dans beaucoup de cultures, surtout dans les régions du centre, du sud, de l'est, du Mali, il y a des idées comme quoi qu'une femme qui n'est pas excisée est considérée comme impure. Alors qu'aujourd'hui, l'excision, c'est un problème de santé publique. Alors là, c'est un blocage qui pousse certains à toujours continuer à exciser leurs filles. Il y a d'autres
exemples comme quoi les problèmes d'enfants, la stérilité, c'est bien ça, je pense, masculine est toujours ignorée dans beaucoup de nos communautés. Quand le couple se marie et qu'ils ont des soucis à avoir des enfants, le problème c'est toujours la femme. Ça, c'est quelques exemples qu'on peut donner et c'est des idées reçues qui sont transmises de génération en génération, de bouche à oreille et qui continuent de faire mal. Et même parmi des personnes qui ont été à l'école, qui sont instruites. Ok, très bien. Donc ça veut dire que généralement ces rumeurs ou ces mythes sont surtout transmis de façon orale. Tout à fait, oui. C'est transmis de façon orale de génération en génération. Ok, très bien. Et Abdoulaye, à quel point les rumeurs traditionnelles sont-elles encore influentes dans la société contemporaine, notamment au milieu rural? Donc là, on a parlé justement des femmes qui ne sont pas excisées, bah, qu'elles sont considérées comme impures et tout. Je pense qu'en milieu rural, ça doit être encore plus persistant, non? Ce genre de croyance. Ouais, bien sûr, parce que au moins dans les villes, il y a ce débat intellectuel, cette discussion des preuves matérielles qui sont envoyées pour un peu déconstruire ces rumeurs. Mais au niveau des villages et campagnes, il n'y a pas effectivement ce débat parce que celui qui veut même engager ce débat, il est considéré comme quelqu'un de mécréant qui ne croit pas aux ancêtres. Donc, ce qui fait que ce débat n'est pas engagé. Donc, ça, ce sont des rumeurs qui persistent toujours dans les coins les plus reculés. Je prends par exemple l'exemple de la Covid. Quand il y a eu la Covid, par exemple, ils ont fait croire que dans un cycle de 100 ans, quand les ancêtres sont fâchés contre les populations parce qu'ils oublient d'adorer les ancêtres, ces ancêtres envoient des malédictions. Donc la Covid, par exemple, c'est une des malédictions envoyées par le vent. Voilà pourquoi on dit aux gens de se protéger du masque, parce qu'on pense que le microbe est parce que la médecine disait, dans les sensibilisations, on disait de s'éloigner les uns des autres, de porter des masques. Donc, dans le village, apparemment dans mon village, ils ont fait croire aux gens que c'est une malédiction que les ancêtres ont envoyée à travers le vent et que cette malédiction est en train de contacter les gens parce qu'ils auraient oublié, par exemple, de faire des grands sacrifices. Et les gens ont refusé de se protéger et ça a créé un drame. Et il y a certaines localités, ils ont fait des cérémonies de sacrifice pour pouvoir conjurer le sort. Or, c'était juste des rumeurs fondées sur une base historique, parce qu'on a pensé que chaque 10 ans, quand les ancêtres se fâchent, c'est une malédiction, c'est une maladie qu'ils envoient pour décimer. On se rappelle, quand il y a eu la maladie le ver de Guinée qui a détruit nos villages, dans beaucoup de localités, ils ont considéré ça comme une maladie qui se transmettait à travers l'eau, que les ancêtres avaient maudit, parce que les gens, chaque 100 ans, doivent faire un culte. On a dit que là où le pont a été construit, c'est un endroit qui appartient aux génies. Et vu qu'on n'a pas demandé l'autorisation des génies, voilà pourquoi chaque fois il y avait des graves accidents sur le pont. Or, c'est juste que c'est un pont qui est un peu serpenté et les scientifiques m'ont dit qu'ils ont mis sous la forme serpentée pour que les gens soient concentrés tout le long du trajet, parce que s'ils mettent en ligne droite, les gens iront en tombeau ouvert et il y aura beaucoup d'accidents. Donc les gens souvent oublie la forme serpentée du pont parce qu'on n'a pas adoré les génies à qui appartient l'eau sur laquelle on a construit le pont. Certains ont tenté de faire des cérémonies et puis c'est des rumeurs auxquelles beaucoup de personnes croient. Même souvent, il y a certains intellectuels, quand tu parles des accidents sur le pont, ils te disent non, c'est les génies qui sont fâchés, il faut aller demander pardon, il faut aller les adorer. Donc, et voici comment ces rumeurs-là persistent dans nos sociétés africaines et continuent à avoir des assises solides, parce que c'est toujours fondé sur des récits historiques qui se sont ancrés dans le conscient des peuples au Mali. Merci beaucoup Abdoulaye pour ces explications-là. On voit bien que malgré toutes les explications, soit des scientifiques, soit des spécialistes, on dit toujours non, en fait, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose, une force supérieure qui justifie ça. Mais justement, ces informations, pour toi, Lassina, vu qu'on est dans une ère numérique, est-ce que ces rumeurs locales, elles sont transmises comment maintenant? Est-ce que ces fausses informations, elles ont été un peu modernisées? Donc là, on a vu avec le pont, mais est-ce que aussi la transmission, elle a changé? Avant, c'était de façon orale. Est-ce que maintenant, c'est avec les réseaux sociaux? Comment est-ce que ça se fait? Oui, bon, maintenant, et avec le développement des réseaux sociaux et du numérique,
c'est des messages qui sont souvent diffusés sur les plateformes numériques comme Facebook sous forme de blagues, d'humour et des fausses informations à caractère sexiste. Souvent aussi, c'est des audios qui sont montés et puis diffusés dans les groupes WhatsApp. Il y a aussi l'IA rentre en jeu avec les voix robotisées, on fait des images et puis voilà, on diffuse ces fausses informations. Très bien, donc Facebook, WhatsApp, l'intelligence artificielle. Et ce que tu soulignes, c'est le côté humoristique, mais certaines personnes le prennent vraiment au sérieux. C'est ça qui est intéressant. Abdoulaye, pour toi, comment est-ce qu'on peut distinguer justement entre une rumeur ou un mythe traditionnel d'une fake news potentiellement dangereuse? Bon, les rumeurs inoffensives, au fait, c'est des rumeurs qui n'ont pas d'objectif de nuisance. C'est-à-dire que c'est des mythes qui sont créés dans la société sur le faux, mais ça n'a pas pour but de nuire. C'est juste pour passer un message, pour faire peur aux gens, pour que les gens puissent être corrects sur certaines choses. Mais justement, comment est-ce qu'on peut distinguer? Parce que tout à l'heure, Lassina, il expliquait que certaines fake news passaient sous forme d'humour, mais on ne les prenait pas comme ça. C'était vraiment pris au sérieux. Donc moi, en tant que, par exemple, en tant qu'internaute qui tombe sur une fausse information, comment est-ce que je peux justement distinguer une rumeur humoristique ou un mythe traditionnel d'une fake news qui pourrait porter préjudice? C'est un peu difficile quand même. Pour le commun des mortels, c'est un peu difficile de faire la différence, mais pour un spécialiste, un journaliste, un fact-checker qui est habitué à faire la différence entre une satire, une blague et puis une fausse information, c'est un peu simple. Et c'est ça le drame, parce que vu que les gens sur les réseaux sociaux n'ont pas la capacité de faire la différence entre juste une rumeur pour blaguer, pour rire ou bien pour faire passer un message pour faire peur, ils vont prendre ça pour l'argent comptant. Ils vont l'utiliser. Je prends un exemple très concret que j'ai vécu. J'ai un collègue qui enseigne avec moi. Quelqu'un a fait une vidéo pour dire que lorsque tu sers d'une décoction de haricots pour te laver, ça peut te guérir d'une certaine maladie. Et lui, il souffrait de la maladie. Il a vu ça sur les réseaux sociaux et le gars, il faisait la vidéo avec un air sérieux. Mais c'était un cousin un peu des Djara qui sont entre eux, ils se taquinent quoi. Parce qu'ils disent que les haricots, c'est pour tel Djara, c'est le nom de famille Djara ou Traoré. Mais le gars, il a pris ça au sérieux. Lui, c'était un Soraï. Il est d'une culture nordiste. Il est allé acheter des haricots. Il a commencé après, il a oublié de taper. Il m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que je peux chercher une vidéo pour lui sur Facebook? Il a perdu de traces. Le gars, il parlait comment est-ce que l'haricot pouvait guérir telle maladie en se lavant avec l'eau qui a servi à rincer l'haricot. Donc, quand j'ai mis les mots-clés, j'ai retrouvé la vidéo. Quand j'ai écouté, je lui ai dit non, le gars, il fait du cousinage. Il fallait faire attention à la hôtesse, quelque chose qui dit. Donc, souvent, c'est des informations pour faire rire, mais les gens n'ont pas la capacité. Voilà pourquoi nous, dans notre travail de fact-checker, dans nos contenus, on essaie d'expliquer les différents types d'informations qui circulent. C'est-à-dire les satires, les rumeurs, les canulars, les vraies fake news, ainsi de suite, pour que nos abonnés, nos internautes puissent faire la différence entre une vidéo qui sert juste à blaguer ou une vidéo qui a effectivement un objectif de nuire un individu, une institution, un regroupement ou un intérêt économique. Donc pour le commun des mortels, c'est un peu difficile parce que beaucoup tous les jours tombent dans le piège. Maintenant pour, comme on appelle les spécialistes, c'est facile. Je prends un autre exemple pour terminer, pour ne pas être long. On a des intellectuels au Mali qui sont très suivis sur leur page, qui souvent prennent des blagues et puis qui distribuent, qui partagent sans savoir que c'est un canular. Je prends les fameux titres de Gorafi, par exemple, qui disent que le Mali a acquis un navire et les gens ils en font de ça une vérité. Ils partagent dans les groupes, ils traduisent dans la langue locale pour dire le Mali a vraiment acquis. Or, pourtant, tu es un média qui juste blague. Donc, pour le commun des mortels, c'est un peu compliqué. Et pour le spécialiste, c'est plus facile. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je ne sais pas si Lassina, tu avais aussi un exemple à donner ou quelque chose à ajouter par rapport à cette question-là, de comment distinguer une rumeur d'une fake news. Non, je pense qu'Abdoulaye a été complet là-dessus. Au fait, tout le problème, c'est que c'est difficile
de distinguer le vrai du faux parce que dans ces informations, on a un mélange de religion et puis de croyances traditionnelles. Merci, c'est un peu, du coup, c'est un gros syncrétisme, quoi. Il y a tout un mélange de croyances, de mythes. Et justement, pour toi, Lassina, pourquoi certaines croyances anciennes persistent-elles encore aujourd'hui sous forme de fausses informations modernes? Avec tous les outils qu'on a, pourquoi est-ce qu'elles persistent encore? Je dirais que ça persiste à cause du poids de la culture et les regards de la société et puis l'influence de certaines tendances religieuses. Je me souviens autour de 2023 ou 2024, il y a un de nos marabouts leaders religieux qui avait sorti une cassette dans laquelle il expliquait, les cassettes c'est depuis, donc il expliquait comment dirais-je, toutes les conséquences liées à l'excision. Et après, quand c'est sorti, il y a tout un plat de trucs qui a été préparé pour l'accabler, dire qu'il a pris de l'argent, etc. Donc, il y a des tendances religieuses qui s'opposent autour de ça. Moi, personnellement, par exemple, ma première fille, je ne l'ai pas excisée. Je fais partie des premiers membres de la famille à ne pas faire ça. Mais au grain, quand j'aborde ce sujet, il y a toujours des gens qui te regardent de façon bizarre. Et un autre exemple, par exemple, la planification familiale. Récemment, j'ai vu une publication et ce qui est plus choquant, c'est que ça vient d'une activiste blogueuse qui disait que la planification familiale, ça sert juste à ceux qui font la campagne de gagner de l'argent et de manger leurs sous, mais que avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas un problème en soi. Et puis, elle prend en exemple la Chine et d'autres pays. Alors, moi, j'ai mis en commentaire, elle ignore carrément l'aspect de la transition démographique. C'est pas un pays, comment dirais-je, comme la Chine. Ils ne sont pas nombreux tout juste parce que les femmes ont 10 enfants, 20 enfants. Sinon, le Niger a le taux de natalité le plus élevé. Et nous, dans nos pays, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les infrastructures sanitaires, les infrastructures liées au développement et les taux de naissance. Et donc, j'avais mis en commentaire comme ça. Donc, il y a toujours des idées reçues, souvent qui accompagnent les campagnes de vaccination ou bien les campagnes de sensibilisation autour de la limitation des naissances. Abdoulaye, pour toi, quel impact ces fausses informations, issues de mythes ou de rumeurs, peuvent-elles avoir sur la politique, la santé ou la société en général en Afrique? Est-ce que tu peux donner d'autres exemples, notamment en politique ou en société en Afrique? Donc, il y a beaucoup de conséquences. Quand vous prenez, par exemple, sur la politique, par exemple, la désinformation genrée fondée sur des mythes, par exemple, peuvent porter préjudice aujourd'hui au leadership des femmes. Quand vous analysez, par exemple, on a toujours fait croire qu'il y a un certain poste de responsabilité que les femmes ne doivent pas occuper parce que la femme à un certain niveau apporte le malheur. Et coïncidence pour coïncidence, notre président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, a eu le courage de nommer une femme premier ministre. Et il se trouve que c'est sous la direction de cette dame qu'il a été renversé. Et il y a eu des prêches dans des mosquées où on a dit que c'est la femme qui a apporté le malheur à son pouvoir. Donc ils ont rappelé des mythes et ils ont lié ces mythes au fait qu'il ATT a perdu le pouvoir pour avoir nommé une femme. Et aujourd'hui, je sais que ça fait tache d'huile parce qu'aucun homme politique au Mali, même les plus grands intellectuels, ne vont avoir le courage de franchir ce pas nommer une femme. Je pense qu'il y a certains hommes politiques qui ne rentrent même pas dans ce débat-là. Et j'ai même discuté avec une des chargée de communication de l'équipe de campagne de la femme qui a été candidate pendant l'élection en 2017, la dame disait que tellement que les gens avaient ces mythes de la faiblesse de la femme à occuper des postes de responsabilité, que pendant toute la campagne, elle n'avait même pas le temps de défendre son dossier de candidature, son projet de société. C'était juste des questions pour qu'elle puisse justifier sa féminité, justifier
déconstruire des mythes. Donc, elle a passé toute sa campagne à déconstruire des mythes liés aux femmes que de défendre son projet de société. Encore une autre chose qui détruit, par exemple, nos sociétés. Quand vous prenez, par exemple, sur le plan de la santé sexuelle, les rumeurs font croire que l'espacement des naissances, notamment à travers la consommation de pilules, que chaque pilule consommée est un ovule détruit au sein de la femme. Donc, si une femme consomme 30 pilules dans le mois, ça fait que c'est 30 fœtus qu'elle détruit. Or, scientifiquement, il y a ovulation une fois dans le mois, donc il n'y a que un ovule qui est bloqué, qui ne va pas à la rencontre du sperme. Donc cette rumeur même est prêchée dans les mosquées, et on même fait croire aux gens que même chaque pilule que tu prends, c'est un fœtus que tu tues. Quand tu es un fœtus, c'est un être humain que tu tues, et le jour du jugement dernier, tu iras en enfer. Donc sur la base de ces rumeurs, on pousse les femmes à ne pas espacer les naissances. Donc les naissances sont pas séparées. La femme a beaucoup d'enfants sous les pieds. Le mari n'a pas les moyens techniques de prendre en charge les soins médicaux de l'enfant. Ça fait une population très surpeuplée. Il y a la précarité qui se crée dans les familles. Donc, ainsi de suite. Et ça, après, sur le plan de la gouvernance, l'État n'a pas les moyens, par exemple, de prendre tout ce nombre-là qui afflue d'enfants, notamment sur le plan médical, sur le plan, quand tu vas dans nos hôpitaux, par exemple, dans l'unité pédiatrie, il y a tellement d'enfants que quand il y a des maladies, il n'y a même pas de lit pour hospitaliser les enfants. Donc sur le plan de la santé, sur le plan de la politique, ça crée beaucoup de problèmes. Je prends un exemple pour terminer. On a fait croire à des présidents, des chefs d'État, que le fait d'accepter de célébrer la fête de Tabaski ou la fête de Ramadan vendredi, ce n'est pas bon pour un pouvoir. Le pouvoir peut chuter. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a pensé que les fêtes ont été politisées ici. Et j'ai une dernière information à vous donner. C'est sur le cas du football. Il y a le premier stade officiel du Mali. C'est-à-dire, après le 26 mars, il y a le stade Mamadou Konaté, qui, selon les mythes, portait le nom d'un blanc, un Européen, mais que les autorités ont changé le nom du stade. Et ça a été un acte qui a été banni, qui a porté la malédiction au football malien. Et voilà, par chaque fois que le Mali s'est fait éliminer, ce mythe revient pour dire tant qu'on ne rebaptise pas le stade au nom de la première personne qui a porté le nom, c'était le père Bouvier, que cette malédiction va toujours toucher le football malien. Et des intellectuels croient à ça. Même lors de notre dernière élimination à la CAN, le débat est revenu par des intellectuels qu'il faut rebaptiser le stade Mamadou Konaté au nom du père Bouvier pour que la malédiction qui est sur notre football. Donc, si cette malédiction est crue par certains joueurs, donc psychologiquement, mentalement, ils vont pouvoir ne pas se donner, ou ils vont trouver chaque fois justifier leur défaite. Or, gagner une compétition, être performant sur le terrain, n'a pas de lien avec le nom d'un stade. Donc, vous voyez comment est-ce que les rumeurs peuvent aussi détruire, comment on appelle, même des intellectuels, des sportifs. Merci beaucoup, Abdoulaye, franchement. Merci beaucoup même pour cet exemple, on va dire, au niveau sportif. C'est incroyable quand même. Toute la corrélation qui a été faite juste par rapport au prénom ou au nom de telle ou telle personne. Enfin, je trouve que c'est incroyable. Au lieu juste de prendre responsabilité, non, on accuse juste le nom du stade et puis voilà quoi. J'ai posé quand même la question à Lassina. Est-ce qu'il y a quand même des initiatives de fact-checking qui abordent justement la problématique des rumeurs traditionnelles transformées en fake news? Parce qu'on voit que c'est quand même fou que même pour le coup, du coup, Abdoulaye vient de le dire, des scientifiques parfois ils y croient ou des spécialistes. Est-ce qu'il y a des initiatives qui abordent ce problème-là, comme on explique parfois que une fausse information est une satire ou une rumeur? Et moi, je dirais que ces mythes tirent leur origine jusque dans nos familles. Par exemple, quand vous avez, comment dirais-je, on a dans beaucoup de nos cultures, on pense que l'enfant de sexe masculin a plus de valeur que l'enfant de sexe féminin. Du coup, il y a certains hommes, quand ils ont, après leur mariage, ils ont le premier enfant, c'est une fille, le deuxième, c'est une fille, le troisième, c'est une fille. Les tensions commencent à naître dans le couple. Et le drame, c'est que
on ignore totalement que le sexe de l'enfant, ce n'est pas lié à la femme, mais plutôt à l'homme. Alors, pour répondre à ta question, pour le moment, moi, au Mali, je ne connais pas d'initiative spécifique dédiée aux mythes et aux rumeurs traditionnelles. Par contre, c'est des fausses informations qui peuvent se retrouver parmi nos sujets traités, certains dans le cadre de la santé sexuelle de reproduction, qui est un des domaines de prédilection de Bembéré, l'organisation à laquelle Abdoulaye appartient. Donc, il y a, et parallèlement, parfois, il y a des journées internationales où il y a des campagnes digitales pour essayer de sensibiliser les populations sur certains aspects. Mais à mon avis, dans ce domaine-là, il manque encore d'initiatives concrètes plus approfondies pour déconstruire ces mythes. C'est vrai qu'en écoutant tous ces exemples-là sur les mythes, parce que tous les deux, vous êtes basés au Mali, donc on va dire tous ces mythes, on va dire au Mali, eh ben, je remarque beaucoup qu'il y a des mythes justement sur la femme ou les genres, et c'est quand même intéressant de voir que c'est difficile encore de remettre en question la place de la femme et ce qu'elle constitue dans la société. Donc, c'est vraiment très clair. Et je trouve que, enfin, j'espère que plus d'initiatives seront encore plus prises en Afrique de l'Ouest, justement, pour aborder cette problématique des rumeurs traditionnelles qui sont justement transformées en fake news, parce que ça peut avoir des répercussions sur la santé, la politique, la société, et jusqu'au niveau sportif, quoi, comme l'a si bien souligné Abdoulaye. Donc pour toi, Abdoulaye, quelles sont les solutions, méthodes qui pourraient aider à limiter la propagation de ces fausses informations tout en respectant les cultures locales? Donc d'abord, Abdoulaye, tu pourrais répondre à cette question-là, et puis ensuite, Lassina. Bon, moi, la solution se trouve un peu dans votre question précédente. Ça dit que c'est mettre en œuvre des initiatives. C'est vrai, comme Lassim l'a dit, dans quelques articles que nous écrivons, nous essayons de déconstruire ça. Par exemple, il y a des articles qui ont été écrits par des blogueurs pour un peu déconstruire certaines fake news, notamment genrées. Donc, quelquefois, on utilise des petites occasions pour en parler. Mais l'idéal, c'était, comme tu l'as dit, c'est mettre en place de véritables politiques, parce que c'est vrai que ces rumeurs fondées sur les mythes créent beaucoup de drames. Et nous-mêmes, on peut être des victimes de ces drames. Donc, c'est à nous de pouvoir créer des contenus, non seulement en français, dans les langues locales, pour pouvoir envoyer dans les groupes WhatsApp où effectivement ces mythes-là circulent et ont une longue durée de vie, pour pouvoir dire aux gens attention, et c'est des fausses rumeurs fondées sur des mythes qui ne se vérifient pas toujours, qu'il faut donc, et comme Lassine l'a dit par exemple, par exemple il y a des mythes où quand chaque fois que la femme perd son enfant, quand ça arrive 3 fois, on dit bon, le prochain enfant, il faut aller le mettre sur une poubelle. Un tas d'ordures pendant une journée, l'enfant va dormir là-bas. Et que quelqu'un en passant ensemble, l'enfant, et puis vient te remettre. Donc ça va permettre à la femme de ne plus perdre d'enfant. Or, souvent, c'est une explication scientifique. C'est l'incompatibilité fœtale entre le papa et la maman. Scientifiquement, ça s'explique. Certains ont essayé, mais l'enfant, par contre, a décidé. Certains ne l'ont pas fait. Le puits de la femme qui était infectée et qu'ils ont versé dans le puits du mari, les gens ont consommé l'eau, tout le monde a commencé à contracter les vers de Guinée. Certains ont proposé d'aller voir les médecins pour venir consulter. Ils ont dit non, c'est une malédiction, c'est la dame qui est juste maudite. Elle est venue avec sa malédiction dans notre famille. Donc, entre-temps, ça a contaminé presque tous les membres de la famille, même les étrangers qui sont passés, qui ont bu. Mais c'est un médecin de passage dans le village qui a écouté l'histoire, qui a pris un échantillon, qui a analysé, mais qui a vu que l'eau était infectée par des virus des vers de Guinée qui ont été transportés du puits de la dame mariée au puits de l'homme. Donc, quand ils ont traité l'eau, personne n'a contracté. Donc, le temps qu'ils ont pris, le temps de retard qu'ils ont pris, ça fait contaminer plus d'une centaine. Imaginez que moi, en tant que facultateur de passage dans ce village, je consommais l'eau. Donc, sur la base de ce mythe, j'allais peut-être contracter un ver de Guinée. Donc, vous voyez comment est-ce que ces mythes peuvent nous rattraper, nous tous. Donc, comme tu l'as dit, c'est peut-être mettre en place des initiatives pour déconstruire ces mythes-là, différemment des fake news bien préparés qui trompent, et traduire aussi dans la langue locale et
sensibiliser, éduquer les populations. Parce que pour terminer, ces mythes-là nous freinent. En réalité, ça nous freine dans notre progression. Regarde, je vais prendre un dernier exemple. Je m'excuse d'être long. Par exemple, ici, quand une femme meurt en donnant la vie, même dans les mosquées, on dit que non, c'est une femme qui est faite pour aller au paradis. Parce qu'en mourant en donnant la vie, c'est signe de paradis. Moi, je connais des dames qui, en priant, souhaitent mourir en donnant la vie. Or, c'est un problème de santé. Donc, ce qui fait que même les autorités, tout le monde est bloqué dans la recherche de solutions. Et les femmes même souhaitent mourir en donnant la vie parce qu'on leur fait croire que c'est pour aller au paradis. Or, c'est un problème de santé sexuelle qu'on peut régler si on prend le problème à bras le corps. Merci. Waouh, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Abdoulaye. Lassina, est-ce que tu aurais des propositions de solutions, méthodes qui pourraient aider justement à limiter la propagation de ce genre de fausses informations-là? Oui, je vais juste ajouter notamment qu'il y a aussi des mythes positifs, entre guillemets positifs. Par exemple, dans certaines cultures, il se dit que quand votre premier enfant, c'est une fille, ça porte chance. Alors, vous avez 90% de chances de devenir riche, voilà, d'avoir de grandes opportunités. Là, ce n'est pas une vérité terre à terre, mais l'objectif derrière, c'est d'encourager les gens à aimer aussi les enfants de sexe féminin au même titre que les enfants de sexe masculin. Donc, juste pour préciser que tout n'est pas totalement noir. Alors, pour ce qui est des propositions, je vais dans le même sens qu'Abdoulaye. Il faudra amplifier les initiatives spécifiques sur ces volets, tout en associant les leaders religieux, les traditionalistes, parce que ce sont eux qui consolident ces idées. Les gens les croient. À un moment donné, les organisations, certaines ONG avaient essayé de les associer, mais ça n'a pas bien marché parce qu'il y a eu des résistances derrière. Mais je pense que vu que la situation évolue, je pense qu'on doit encore tenter aussi produire des contenus de sensibilisation dans les langues locales pour pouvoir atteindre toute cette population qui n'est pas instruite, même si ceux qui sont instruits, parfois, ils ne prennent pas le temps de lire les textes. On a une tradition beaucoup plus orale. Donc, voilà ce que moi, j'ai comme idée de proposition pour minimiser l'impact de ces mythes et rumeurs. En tout cas, c'est de superbes idées, de superbes initiatives. Je pense que ça vaudrait appeler une grande équipe, n'est-ce pas, de traducteurs ou autres. Est-ce que vous pouvez me rappeler juste le nombre de langues qu'il y a au Mali, notamment parce que vous êtes tous les deux basés au Mali? Officiellement, moi, j'en connais 13, mais il y en a beaucoup plus que ça. Rien que chez les Dogons, on a une centaine de dialectes. Je pense, sinon plus. Waouh. Ok, donc c'est incroyable. Donc, ça serait bien d'avoir des traducteurs ou interprètes polyglottes, justement. Oui, mais les langues les plus parlées... Je voulais ajouter quelque chose aussi. Oui, allez-y. Oui, je disais que les plus parlées, c'est le Bambara et puis le Soraï, le Peul, Tamashek. Voilà, ça, c'est les langues qu'on retrouve un peu partout dans toutes les zones du Mali. Voilà, je disais qu'il n'y a pas assez, comme Lassine l'a dit, ce n'est pas que négatif. J'ai pris l'exemple du poulet en début d'émission. Voilà, c'était pour montrer qu'il y a des aspects positifs et il y a beaucoup d'autres aspects positifs, même dans l'éducation des enfants. Quand on dit par exemple aux enfants au crépuscule, si le crépuscule arrive et que l'enfant est dehors, ça devient un enfant maudit qui n'a pas de chance. Ça, c'est pour que l'enfant ait peur et ne pas être un enfant qui se balade. Moi, je me rappelle d'un mythe que ma maman me disait. Elle me disait, quand tu gaspilles de l'eau en te lavant, le surplus d'eau que tu gaspilles le jour du jugement dernier, tu vas consommer toute cette eau-là. Tu seras obligé par les anges à te faire boire, même si c'est 1 milliard de litres. Donc, ça nous poussait à ne pas gaspiller beaucoup d'eau. C'est après, quand j'ai atteint l'âge de 18, j'ai compris que c'était un mythe pour que je ne puisse pas gaspiller de l'eau. Ah là là, nos parents, là, ils nous traumatisent comme ça. En tout cas, c'est incroyable. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci beaucoup, Lassina. En tout cas, pour vos interventions, pour votre participation et pour répondre à ces questions-là. Franchement, c'est un des thèmes les plus intéressants, je pense, qu'on a pu faire ici parce que vraiment,
la quantité de rumeurs et de mythes locaux, elle est énorme, mais ça montre aussi que le fait de remettre en question toute une culture, toute une tradition, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à faire en tant qu'humanité, hein, quelle que soit la culture. Et ça montre qu'il y a aussi une crise identitaire. Il faut une évolution, il faut un changement, mais certaines personnes ne sont pas prêtes à le faire. Et donc, lorsqu'on a des preuves ou des choses pour leur montrer que ce n'est pas vrai, eh bien, elles ont encore du mal à accepter cette vérité-là. Merci aussi pour les initiatives que vous souhaitez apporter aussi, donc sensibiliser beaucoup plus les gens, notamment ceux qui vivent en milieu rural, et le faire dans différentes langues locales. J'espère aussi que d'autres personnes pourront se joindre à vous pour cette lutte-là contre les fausses informations, parce que je sais que vous le faites aussi, notamment sur Internet, mais j'espère aussi qu'on arrivera à un point où ça pourra se faire justement directement avec les personnes en les rencontrant, en les sensibilisant. Donc merci beaucoup à vous deux, nos journalistes Lassina Nyangali et Abdoulaye Gingo, pour cet échange. Vous pouvez suivre Lassina et Abdoulaye sur leurs réseaux sociaux pour être au courant de leur travail en tant que fact-checker dans leurs médias respectifs. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce numéro de Facto. Vous pourrez retrouver individuellement chaque épisode sur Spotify, YouTube et bien évidemment le réécouter sur X. On vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker afin de lutter contre les fake news. On se retrouve dans 3 jours, le mercredi 30 octobre à la même heure, pour parler de l'influence des élections sur la propagation des fake news. Merci beaucoup Lassina, merci Abdoulaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Au revoir, merci. Au revoir. À mercredi à tout le monde. Facto, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Ce podcast est une production de Tama Media, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, dans le cadre d'un consortium avec La Voix de Mopti et Setanal Media.